Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de débat, de commentaires, d'analyse des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons évoquer au plan national question sécurité avec l'attaque meurtrière d'un marché à bétail dans l'Est, à Namoungou précisément. On parle de 20 morts. Nous allons donc revenir sur cette question très préoccupante de sécurité. Et puis, second sujet, nous parlerons de cette interdiction des campagnes déguisées, interdiction donc prononcée par le CSE. En tout cas, c'est une décision, une loi qui a été donc votée en 2015. Nous revenons dessus parce qu'il y a des gorges chaudes. Et puis, troisième sujet, au plan national, ce sont les élections de 2020. Élections 2020, on a un risque des sorties, notamment la sortie de Maître Zamba Ligré, ancien candidat en 2015 à la présidentielle, qui a fait donc une tribune. Et puis, nous parlerons également de ce projet de loi électorale, du code électoral devant les députés. Nous revenons sur ce sujet-là avec mes invités. Mais en Côte d'Ivoire, pour parler sujet international, Côte d'Ivoire, troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara. C'est un sujet qui fâche beaucoup en Côte d'Ivoire avec des manifestations déjà enregistrées. Nous revenons donc sur tous ces sujets-là avec mes invités. À ma gauche, Maître Kielem Apollinaire, il est donc de Tambela, j'ajoute, il est donc avocat inscrit au barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre international, Centre de recherche internationale de stratégie. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et puis, Évariste Faustin Concebo, il est donc chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci d'être là, Faustin Évariste Concebo. Et puis, juste à sa gauche, André-Eugène Ilboudo, le directeur de la radio des écoles. Merci d'être là. Et puis, enfin, dernier invité, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'opinion. Merci à tous de nous suivre. Nous commençons cette émission très précisément avec un sujet également qui nous est tombé dessus, on va dire comme ça, hier très rapidement. Il s'agit de cette manifestation des jeunes qui voulaient tout simplement demander, faire un plaidoyer pour le retour des exilés et de Blaise Compaoré, mais manifestation qui a été interdite au dernier moment, on va dire comme ça, par la police nationale, alors qu'elle avait été, dit-on, autorisée. Lengani Isaka, de quoi il s'agit concrètement? Il faut dire que j'étais sur les lieux de la manifestation et j'ai constaté, avec ceux qui sont venus tout de blanc vêtus comme moi, actuellement, pour donc lancer un plaidoyer à l'endroit des exilés et à l'endroit des gouvernants, pour demander à ce que des conditions soient créées pour que chacun puisse rentrer et qu'un dialogue national puisse s'ouvrir sur la réconciliation nationale tant souhaitée par les Burkinabés. Donc, à notre grande surprise, personnellement, je suis arrivé, j'ai vu la CRS devant la porte, je voulais rentrer, ils m'ont dit où vous allez, j'ai dit je viens pour la manifestation. Et ils m'ont dit que la manifestation a été reportée. Je dis, reporter, c'est la police qui reporte maintenant oui, les manifestations. Justement. Annulé ou reporté? Ils m'ont dit que ça a été reporté. C'est la réponse qui m'a été donnée. Donc, bien sûr, je voyais les gens, donc je suis arrivé les organisateurs que j'ai vus, certains que j'ai reconnus, et ils m'ont dit qu'effectivement, c'est très tôt ce matin, à 5 h du matin, que la police est venue occuper les lieux, vider les lieux, les faire sortir, faire déménager tout ce qu'ils avaient mis comme structure d'organisation sur les lieux, et donc leur dit que la manifestation a été interdite. Ils ont demandé de la part de qui, puisqu'ils avaient l'autorisation de la police, qui est même venue assurer le jalonnement en quelque sorte, voir comment ils allaient disposer les gens pour assurer la sécurité. Et donc, ils étaient surpris. Bon, fort heureusement, on a affaire à des jeunes responsables, des jeunes patriotes, des jeunes qui ont un véritable amour pour ce pays. Ils ont décidé, même sans un écrit, d'obtempérer vis-à-vis des forces de l'ordre qui étaient là, qui leur interdisaient donc de continuer une manifestation qui leur était autorisée. Ça pouvait être des miliciens des MPP qui étaient déguisés en CRS, comme on en voit aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des djihadistes qui s'habillent dans les tenues de nos forces de l'ordre pour commettre des exactions. Ça pouvait être effectivement de tels individus, mais ces jeunes-là ont courageusement accepté de faire taire leurs ambitions, ce qu'ils voulaient faire pour laisser parler le dialogue et la paix. D'accord. Mais les gars, ils avaient été interdits. Est-ce qu'ils n'ont pas été notifiés la veille? Pas du tout. À ma connaissance, non. On a appris que la police avait appelé à 22 h la veille pour dire que la manifestation était interdite. La police a appelé qui? À ce que je cherche, il y a eu une conférence de presse qui a suivi des organisateurs qui ont dit que eux, c'est le matin
le matin, à 5 h du matin, qu'ils ont été informés que la manifestation était interdite. Et puis, il n'appartient pas à la police d'interdire quoi que ce soit dans ce pays. Il y a des autorités auxquelles on doit adresser des demandes pour organiser des activités. C'est la mairie. La mairie a donné. Si quelqu'un doit interdire, c'est la mairie. Ce n'est pas la police, à ce que je cherche. Maître Guélem, très rapidement. Mais les citoyens qui organisent quelque chose, une manifestation, qu'est-ce qui pourrait expliquer? Est-ce que c'est parce que ce sont les exilés politiques qui sont concernés? Non, est-ce que parce que c'est Blaise Compaoré qui est concerné? Si c'était ça là le problème, on aurait pu ne pas donner l'autorisation. C'est l'autorité centrale et l'autorité d'État a toute latitude pour accepter ou refuser la tenue d'une manifestation en fonction, n'est-ce pas, de son pouvoir disciplinaire et de la loi en vigueur. Je ne crois pas que ce soit parce que c'était pour le retour des exilés. Mais vous savez, par exemple, il peut y avoir des renseignements que nous n'avons pas. Voilà. Donc, il faut connaître le dossier pour pouvoir se prononcer. Sinon, on aurait pu carrément dire que refuser de donner l'autorisation. On a vu un cas ici où le maire avait donné une autorisation et a refusé l'autorisation après. Mais maître, est-ce que quand on refuse, par exemple, on ne notifie pas? Parce que là, par exemple, quand on vient, on trouve les policiers, la police qui est là qui dit pas question, on n'accède pas. Il n'y a pas de on notifie. Parce que dans la règle, on réglementairement, on notifie. Mais il y a ce qu'on appelle les cas de circonstances exceptionnelles. Voilà. Si la police découvre un événement en train de se produire, et que, attendant, c'était la nuit, on m'a dit que quelqu'un a dit que c'est la nuit qu'on a téléphoné, un autre a dit que c'était le matin, et que entre le temps de faire les choses réglementairement et quelque chose va se produire, la police intervient, quitte à faire son rapport après. On a déjà débattu de ça ici, sur ce plateau. Donc il y a des circonstances où la police intervient d'abord et fait son rapport après. Mais quand la police vient, maintenant, même verbalement de notifier. Maintenant, pourquoi la police est partie, etc., ça, je ne peux pas le dire. Il faut connaître le dossier, savoir ce que la police avait comme renseignement, et puis maintenant pouvoir en discuter. Évariste Concepo, ce n'est pas la première fois qu'on voit des manifestations. On a vu pour le cas des syndicats qui ont été gazés, également des interdictions qu'on découvre souvent sur le théâtre. Mais pour le cas des syndicats, je pense que la veille, ils ont été notifiés par l'autorité compétente, en l'occurrence la mairie, de ce que la manifestation ne pouvait pas avoir lieu. Alors que dans ce cas d'espèce, c'est quand même les voies utilisées posent problème. C'est vrai que, avant de venir sur le problème de fond que ça soulève, par rapport à la forme, moi j'espère tout simplement, pour une question, comment dirais-je, pédagogique, que ces jeunes-là ont fait faire un constat d'huissier et qui vont saisir la justice, afin donc, puisque nous sommes dans un état de droit, parce qu'ils ont la liberté de s'exprimer, de réunir et puis de s'exprimer par rapport donc à des sujets d'intérêt national. Maintenant, c'est vrai que si vous vous souvenez que par rapport donc au fond de l'affaire, c'est un plaidoyer sur il faut dire que ça vient mettre en surface l'épouvantail qui est la question des exilés de retour. Parce que même dans la même semaine qui a précédé, on a eu une des grosses pointures du MPP qui est sortie pour faire des remontrances par rapport donc à la question donc du truc de M. Blaise Compaoré. M. Paré, je peux le citer. J'ai lu carrément son interview et ça ne participe pas à apaiser. Donc déjà, là il faut dire que c'est le pouvoir exécutif là qui a décidé d'autorité, ça c'est clair. C'est une décision politique, ça moi je le dis, je l'assume, pour interdire, mais ça ne résout pas le problème. Le problème va toujours demeurer. Il va falloir un jour qu'on le regarde. André Chenibou. Non, nous sommes dans un état de droit et l'état de droit a ses règles. Les manifestants ont fait une demande qui a été acceptée. S'il y a un argument contraire, on suit le parallélisme des formes pour interdire la manifestation. Parce que sinon, ça ouvre le droit à l'arbitraire. Et dans un pays démocratique, l'arbitraire n'a pas lieu d'être. Peut-être que le fait que le sujet sur lequel les manifestants voulaient opiner, peut-être dérange. Mais émettre une opinion n'est pas un délit. Alors, mais André, là, qui provoque qui maintenant? Non. Est-ce que les jeunes qui veulent poser un problème que en face politiquement, on ne veut pas du tout entendre parler, ou est-ce que la police qui vient interdire des gens qui avaient le droit d'organiser, qui provoque qui? Non, on ne peut pas ne pas vouloir en entendre parler. La réconciliation est un impératif national et officiel. Tout le monde parle de la réconciliation. Mais on se réconcilie avec ceux qui ne sont pas là et ceux qui font la bagarre avec nous. Donc vouloir interdire cela
non seulement d'une manière démocratique, ce n'est pas normal, mais il faut utiliser aussi la forme. Si les gens étaient venus sans demander l'autorisation, on allait les gazer. Mais ils ont eu l'amabilité et le flair de faire une demande d'une manière officielle et d'une manière normale. Si l'on veut interdire, l'on veut. Je pense, Maître a dit quelque chose, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous savez, même pour aller arrêter quelqu'un, il y a des règles. Vous ne pouvez pas dire, si ce n'est pas sur le flagrant délit, vous ne pouvez pas aller arrêter quelqu'un comme ça et après aller, etc. Selon les formes, ça ne tient pas. Je dis, dans un pays démocratique, ce qui est bien, c'est que ce que tout le monde fait ne peut pas concerner tout le monde et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on a des règles qu'il faut suivre. D'accord. Pour terminer, Lengani, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a une suite, comme Évariste le disait, constat d'huissier, plainte pour... Il y a des frais qui ont été engagés, des dépenses aussi. Bien, bon. Oui, le préjudice le plus important, ce n'est même pas financier, c'est moral. C'est même ces choses, c'est en fait, c'est une forme d'assassinat, quelque chose de la démocratie dans ce pays. Et moi, ça ne m'étonne pas. Contrairement à ce que dit Maître Tambela, ce qui m'étonne un avocat, donc qui est censé défendre les droits des citoyens, je ne peux pas comprendre comment dans un pays comme le nôtre, aucun événement exceptionnel n'est intervenu la nuit d'avant la manifestation. Qu'un Burkinabé puisse entendre, qui puisse justifier que l'on puisse interdire une manifestation qui a lieu dans un enclos, dans un lieu fermé. Quelle est cette information qui peut permettre à un démocrate sincère, qui défend les droits de l'homme et qui est soucieux de la démocratie, de dire qu'on peut accepter que l'autorité interdise une telle manifestation? Je dis non. Faisons attention. Si nous nous amusons avec les principes, comme certains le font, en fonction de leurs accointances politiques, nous allons droit dans le mur. Et comme l'a dit André Etienne, la question de la réconciliation n'est pas une question nouvelle dans ce pays. Il n'y a pas ce Burkinabé-là qui dit qu'il est contre la réconciliation. Il n'y en a pas. Merci, et comment ça se fait-il que des gens veuillent organiser quelque chose pour la réconciliation et qu'on leur tombe dessus? Et la forme, comme l'a dit Évariste, est extrêmement importante. Les gens ont demandé des autorisations et comme vous me demandez, il y aura effectivement une suite parce qu'il y a un constat d'huissier qui a été fait et je pense que les garçons auront le courage d'aller jusqu'au bout. Et moi je dis, et je l'ai toujours dit, et je le répète sur ce plateau, ce pouvoir-là, la manière dont il est arrivé au pouvoir ne va jamais vouloir des conditions démocratiques pour s'en aller. Il va falloir y mettre les moyens aussi. Aux prochaines élections. C'est là où c'est pas justement. Oui, d'accord. Bon, donc, c'est pour dire que, comme j'ai été interpellé en tant qu'avocat, je voudrais dire à Lengani que l'avocat ne défend pas n'importe quoi. Moi-même, j'ai refusé de défendre des dossiers du CDP. Parce qu'à mon âme et confiance, ça ne me convenait pas. Donc l'avocat ne défend pas n'importe quoi. Mais est-ce qu'ici, il ne s'agit pas de défense? Est-ce que quand tu as un droit, un principe de l'homme, moi je vous ai dit, non, écoutez, je vous ai dit une chose. Les droits de l'homme, c'est n'importe quoi pour M. Tambela. C'est moi qui ai la parole. Quand tu parlais, je ne suis pas intervenu. D'accord, maître, allons-y. Je n'interviens jamais quand quelqu'un parle. Et au moins la même courtoisie. J'ai bien dit ici, il faut connaître le dossier. Nous sommes dans un état de droit. Donc celui qui estime ses droits violés, il y a des voies de recours pour ça. Et il faut connaître le dossier. Lui, c'est sa version que nous avons entendue ici. Est-ce que nous avons entendu la version de la police? Merci, maître. Il y a des cas qui se révèlent à la police et que les gens ne connaissent pas. D'accord. Il y a des raisons d'État. La forme aussi doit permettre qu'on révèle à chaque partie. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire les débats de façon subjective parce qu'on a des intérêts particuliers à défendre. D'accord. Merci, maître. On continue. Moi, je n'ai aucun intérêt ici. Moi, je parle de façon objective. Il y en a qui viennent ici pour défendre des intérêts particuliers. Merci, maître. On va continuer pour parler cette fois-ci de l'attaque meurtrière à Namougou. Namougou, c'est à l'est, une commune de la ville de Fada-Gourma. Une attaque terroriste, dit-on, communiqué donc du gouverneur qui fait état d'une vingtaine de morts dans un marché à bétail. Encore une fois, des civils qui sont visés, le même mode opératoire qui concerne les victimes qu'on cible. Vas-y, Conseil-Beau. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Je suis à la fois outré, consterné, pose des questions. Si vous remarquez, ces attaques, comme vous l'avez si bien dit, se sont déroulées dans un marché de bétail. Bon, on sait très bien que ces marchés de bétail dans les villages, on connaît, les dates sont déjà fixées. Mais alors, qu'est-ce qui empêche donc
de mettre en place un dispositif pour protéger donc les gens, d'autant plus que ce genre de type d'attaques sont assez récurrents. Ça, c'est un. De deux, on nous parle toujours d'hommes armés non identifiés. Au Burkina Faso, nous avons un service de renseignement. Depuis 2016 que ces histoires ont commencé, jusqu'à présent, on utilise toujours le terme d'hommes armés non identifiés. Mais en tant que simple citoyen, je suis tenté de me poser la question, qu'est-ce qui fait que ces services-là n'arrivent pas à identifier, parce que c'est d'abord le début même de recherche de solutions à ce problème. Jusque-là, on n'arrive même pas à savoir d'où viennent ces gens. Ils viennent, ils attaquent et ils repartent allègrement, tranquillement. Donc, en tant que citoyen, je suis assailli par des questions auxquelles je n'arrive pas à trouver les réponses. André Chéliboudou. Écoutez, paix aux âmes qui ont été froidement abattues, mais tout le monde devient abasourdi. C'est pas, on ne peut pas comprendre. C'est récurrent, c'est perpétuel. Écoutez, nous avons suivi un chemin jusqu'à présent, nous a amenés dans le décor. On ne peut pas continuer à suivre le même chemin. Il faut que ceux qui ont la sécurité des Burkinabés aient le courage, soit de dire nous n'en pouvons plus, et ils demandent aux gens de les aider à trouver des solutions. Mais on ne peut pas continuer, surtout que les gens ont programmé les élections et qu'ils font des pieds et des mains pour qu'on aille aux élections. Je me demande si le jour des élections, même, il y a un Burkinabé qui va oser mettre son nez dehors pour aller voter. Parce que si c'est là où vous réunissez que les gens vous attaquent, mais chacun va se sauver dans sa case. Donc on a intérêt, nous tous, à faire en sorte que ça s'arrête. Parce que ça n'est de trop. Alors, quand on lit le communiqué du gouverneur, habituellement, on voit les forces de défense sont venues, un ratissage est en cours, mais là, on ne parle plus de ratissage. Non, je pense que tout le monde est débordé. Et personne ne veut accepter qu'on est débordé. Parce qu'on n'en peut plus. Et nous, et ceux qui sont à la tête. Il faut qu'on change de stratégie. Moi, je dis une fois, notre pays a 13 régions. Nous avons des colonels-majors. Nous avons des généraux. C'est leur travail, la guerre. Où sont-ils? Déployez-les dans la région. Déployez-les dans le pays. Dites-leur, allez combattre ces gens. Utilisez tous les moyens légaux pour nous arrêter ces gens. Mais ils ne peuvent pas continuer à se balader à Ouagadougou, dans les V8, et puis nous laisser mourir comme des chiens. Il faut envoyer les généraux à la bataille. Il faut envoyer les colonels-majors à la bataille. C'est leur travail. Quand il y a une épidémie, avec le coronavirus, on a mis les médecins. On a mis les médecins à Tengano qui soignaient les gens. On a une guerre, on laisse les généraux où? On laisse les colonels où? On laisse ceux qui sont c'est leur travail la guerre. Chacun a choisi dans la vie de faire un métier. Moi, je suis enseignant. Avec le coronavirus, je suis allé au front de l'éducation pour les examens des enfants. C'est mon travail. Il faut que ceux dont le travail c'est la guerre aillent à la guerre. Il faut qu'ils arrêtent d'être à Ouagadougou et de se balader. Non, c'est juste pour vous préciser que j'ai le communiqué donc, du colonel-major Seydou Sanou, qui est donc, je pense, le gouverneur de la zone, qui dit qu'immédiatement après, une opération de ratissage a été lancée. Et il y a aussi, il faut rappeler aussi qu'il y a un couvre-feu aussi qui est toujours... Bien sûr, là, dans la zone, il y a un couvre-feu. Bon, vous voyez, à les entendre et à les comprendre, en termes de solutions, c'est ce qu'ils ont, alors que ça ne résout pas. Mais sauf qu'ici, selon les informations aussi des médias locaux, les alertes ont été faites autour de 11h et c'est à 17h, par exemple, que les forces de défense sont arrivées sur les lieux. Évariste, plutôt Maître Kélem, sur cette situation, à Kopiembiga, on avait eu pratiquement la même situation d'attaque des civils d'un marché. Il a également, c'est dans toujours la même région, on va dire presque dans la même province. Qu'est-ce qui se pose comme problème de stratégie réellement? Non, mais c'est une incompétence. Je l'ai dit dès 2016 ici. C'est manque de stratégie, manque de vision. Donc on ne peut pas comprendre. D'abord, ce n'est pas la première fois que ça se passe dans la région. Voilà. Et donc, le gouverneur lui-même est un militaire. Moi, je ne comprends pas. On ne peut plus expliquer cela. Je pense qu'il revient aux populations elles-mêmes de ne plus tellement attendre leur sécurité de la part de l'État,
mais de s'organiser. Ce que je ne comprends pas, c'est ça aussi. Ça se passe depuis longtemps. Et on a l'impression que les populations ne s'impliquent pas non plus pour leur propre sécurité. Il y a une zone au Burkina ici où les populations se sont impliquées et ont mis en déroute les assaillants. Donc il revient aux populations elles-mêmes, vu la défaillance de l'État, de s'organiser, de s'impliquer et de prendre leur propre sécurité en main. Voilà. On a vu, par exemple, face à la défaillance de l'État vis-à-vis des attaques des bandits, les populations se sont pris en charge et ont créé les Korlouéros que j'ai soutenus dès le début et que je soutiens toujours. Et ça a mis un frein, n'est-ce pas, aux attaques et aux coupeurs de route. Donc, face à ce nouveau problème, à ce nouveau défi, il revient aux populations de toutes les régions, surtout les régions concernées, de mettre de côté l'État, de s'organiser comme les Congolais se sont organisés là, et mettre en déroute les assaillants. Mais ça, concrètement, comment on y arrive? Parce que déjà, il y a avec la mise en place des VDP, on trouve beaucoup de problèmes communautaires, ethniques. C'est pas suffisant. Si on le dit comme ça, si la population va devenir elle-même armée, est-ce qu'on ne craint pas que les terroristes en fassent plus encore Non, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne sont pas plus nombreux que la population. On ne peut rien contre un peuple organisé, ce n'est pas possible. Les terroristes, ils viennent quand? C'est des éléments qui entrent, ou qui sortent, ou qui sont dedans. Si la population s'organise là, même les éléments infiltrés des djihadistes là, ils vont les détecter facilement. Donc, on ne peut rien contre un peuple organisé, ce n'est pas possible. Et quand on parle des VDP, d'abord, il y a un obstacle qui est que les VDP sont rémunérés, sont pris en charge, sont équipés. Donc, on va vous parler de problèmes financiers. Donc, on ne pourra pas en recruter suffisamment comme il le faut. Alors que quand la population s'organise, si chaque foyer fournit seulement un combattant contre les djihadistes là, vous allez voir qu'on va les mettre en déroute. Donc, par exemple, on a mis en place les VDP dans l'Est, dans le Nord, et vous voyez que ça se poursuit toujours. Donc, ça sera toujours une gestion bureaucratique. Alors qu'il faut anticiper. Vous avez lu, on nous a présenté le communiqué du gouverneur, que le ratissage est en cours. C'est le même communiqué depuis 5 ans qui se fait. Une opération de ratissage a été lancée. C'est toujours le même communiqué depuis 5 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune stratégie alternative. Donc, si on s'en prend à mais il est question aussi de stratégie ou de non-implication peut-être des officiers supérieurs. Et chaque fois, ça se dit, le Burkina a des généraux, des colonels-majors et tout, mais quand on les retrouve seulement à Ouagadougou, alors que dans d'autres pays, on a vu des états-majors tactiques où les gens mettent dans les régions. Moi, je ne discute plus. Un président même, Idriss Déby, aller sur le terrain. Moi, je ne discute plus de ça parce que j'ai été le premier à le dire ici même, dès 2016. Et j'ai proposé même que l'état-major se déplace dans le nord, où il y avait les combats. Voilà. Donc, comme ce n'est pas écouté, etc., ce n'est pas la peine de répéter chaque fois la même chose, inutilement. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas à quoi ça sert, n'est-ce pas, nos officiers. On en a plein, il y a tout, mais rien ne se fait sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce sont des officiers de salon. Voilà. Qui ont gagné leur galon, n'est-ce pas, en courtisant le régime en place. C'est tout, c'est ce que ça veut dire. Et ce sont des officiers formés sous Blaise Compaoré, je vous dis, hein. Lengani Saka, est-ce que la région de l'Est aujourd'hui est une région, parce qu'on n'a pas vu il y a pas longtemps encore, une autorité, notamment le président du Conseil supérieur de la communication, a essuyé une embuscade violente. Est-ce que ça veut dire que cette région est en train d'échapper totalement au contrôle même de l'État burkinabé? Mais ça, vous êtes à côté de la plaque, ce n'est pas en train, échappe totalement. C'est ça la réalité, les populations le disent. Et même les forces de l'ordre. Parce que Namougou, c'est quand même à, je crois, 15 km de Fada. C'est ça. De Fada, la capitale. Mais c'est ce qu'on dit, hein, Fada, 20 km, à l'époque, il y a 2 mois, 20 km, tu ne circules plus. Tu es en zone totalement sous contrôle des terroristes. Maintenant, c'est la question de la stratégie. Moi, je crois que c'est trop facile de se déchausser sur notre armée et sur nos officiers. Nous l'avons tous dit ici, il faut changer de stratégie. La question fondamentale, c'est la stratégie. Les militaires eux-mêmes le disent, à travers séminaires, à travers ce qu'on a entendu à travers les médias, c'est que les militaires eux-mêmes disent que la solution n'est pas militaire et ne peut pas être militaire. Pourquoi voulez-vous alors que les militaires aillent mourir s'ils savent que la solution n'est pas militaire? Elle est quoi alors? Si elle n'est pas militaire, qu'est-ce qu'elle est? C'est un suicide. Qu'est-ce qu'elle est d'autre? Si des gens viennent tout avec le monde des armes, sait que la question de la réconciliation fait partie. On a bien dit, il faut. Le tourisme est né sur quoi? Ce n'est pas né en l'air. Il y a des problèmes qui sont sous-jacents.
Et ces problèmes-là, il faut les connaître. Il faut chercher des solutions. Il faut, comme l'a dit M. Tambela, je suis d'accord avec lui, même si par ailleurs, je me lève violemment contre les Koglowewo, qui ont été les premiers à engendrer le premier génocide que ce pays a connu, à Yirgou. C'est les Koglowewo qui ont tué les Peuls par centaines, 110 qu'ils ont étalés en 2 jours. Les Koglowewo. Mais est-ce que là, donc, les leçons dans les Koglowewo, ce n'est pas la solution. C'est vrai qu'à Yirgou, il y a eu des cas où la justice a, disons, interpellé, nommé des Koglowewo, etc. Mais il n'y a pas que les Koglowewo qu'il faut dire. Le dossier Yirgou est plus complexe que ça. Pour le moment, la justice a arrêté des Koglowewo. D'accord. Donc, c'est les Koglowewo qui sont les suspects sérieux. D'accord, voilà. ok. Donc, ça, sur ce point. Mais je dis, pour revenir à la stratégie, c'est clair et net, la solution n'est pas que militaire. Et demander aux militaires de se cantonner uniquement au front, c'est les envoyer au suicide et à l'abattoir. Moi, je dis qu'il faut changer le fusil d'épaule. Changer le fusil d'épaule, c'est quoi? Ça veut dire intégrer tout le monde, comme l'a dit M. Tambela. Là, je suis totalement d'accord avec lui. Si la population est intégrée, par exemple, c'est les marchés de bétail qui sont attaqués. Vous croyez que c'est fortuit? Que ce soit les marchés de bétail qui soient attaqués par les touristes? Moi, je ne pense pas. Je crois qu'il doit y avoir des raisons. Pourquoi est-ce que c'est les marchés? Il faut chercher ces raisons-là. Pourquoi c'est les marchés? Et surtout maintenant voir, et moi je dis, par rapport au BDP, la question ce n'est pas de combattre les gens, c'est surtout le renseignement, comme on dit. Il faut savoir qui est qui. Et comme l'a dit M. de Tambela, effectivement, les touristes, la plupart là, ils dorment dans nos maisons et ils se lèvent la nuit pour commettre leurs exactions. Et là, ça n'a rien à voir avec la formation des officiers, que ce soit sous Blaise Compaoré ou sous Pétain. Non. D'accord. Et puis après. C'est vrai que pour moi, il y a plusieurs dimensions à ces problématiques-là. Il y a la dimension judiciaire, politique, militaire. Parce qu'il faut d'abord, au centre, c'est la volonté politique. Il y a des questions politiques qu'il faut régler. Maintenant, la question là où je dis que c'est militaire, parce que quand les gens traversent des frontières d'autres pays et viennent dans notre pays, là, c'est l'armée maintenant qui est interpellée. Parce que le rôle de l'armée, c'est de défendre... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces groupes-là traversent les frontières? Non, ça, c'est vrai parce il y a deux aspects. Quand on a, par exemple, 100 ou 150 kilomètres qui nous séparent des autres frontières où ce n'est pas contrôlé, donc ils sont maintenant quelque part dans le territoire. Oui, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, ça c'est la question sécuritaire. Il y a d'autres éléments qui doivent les prendre en charge, mais le rôle de l'armée, c'est d'empêcher, c'est de défendre les frontières. Mais maintenant, c'est vrai, là où je suis, tout ça, c'est parce que c'est sous-tendu par la volonté politique. Ça, c'est très important. Ça peut régler beaucoup de choses, ça peut faire avancer beaucoup de choses. Mais il faut que donc... Mais on entend souvent aussi l'armée dire qu'on n'a pas les moyens, on ne donne pas les moyens. Ce n'est pas une question de moyens. Je ne crois pas à ça, ce n'est pas une question de moyens. Mais jusque-là, par exemple, les drones, par exemple, qui sont des simples appareils... Je vous dis que ce n'est pas une question de moyens, parce que ce n'est pas du tout une question de moyens. Parce que regardez, par exemple, ces 5 zones-là, ça coûte quoi de réorganiser l'armée au niveau donc de ces 5 zones? Vous voulez dire que le budget national, le budget même de l'armée ne peut pas le faire, c'est faux. Ce n'est pas une question de moyens. André Chéniboudou. Non, je pense que sur le point sur lequel il faut s'appuyer, c'est de dire ceux qui gèrent le Burkina, ce ne sont pas les femmes qui vendent les arachides, ce sont les politiques. Et l'armée est un organe technique du politique pour gérer quelque chose, pour gérer la sécurité. Si l'armée n'a pas les moyens, c'est la cause du politique. Si l'armée a les moyens, c'est le politique qui lui donne. Donc ici, on parle de stratégie, on parle de vision. Mais quels sont ceux qui ont utilisé la stratégie? C'est un mot militaire. Je dis, mais il y a des pays, pour ne pas les citer, Israël. Si vous avez un visa pour aller en Israël, vous n'aurez même pas de tampon sur votre passeport. Mais dès que vous entrez en Israël, on sait qui vous êtes, où vous dormez, tout ce que vous faites. Parce que les gens sont organisés, les gens savent. On n'a même pas besoin de mettre un policier derrière vous. Tout ce que vous faites est suivi. Pourquoi dans une région comme l'Est, qui est une zone sensible, les renseignements, on ne peut pas organiser de telle sorte que les gens qui y vivent, on cherche qui fait quoi? C'est possible, c'est le travail des militaires. On ne peut pas les dédouaner. C'est la volonté politique. Le jour où... Mais on a commencé par un sujet. Ils sont allés à 22h, ils sont allés à 5h du matin, fermer le truc. Le politique voulait que ça n'y ait pas lieu. Le politique a empêché que ça ait lieu. Si le jour où le politique voudra que les
attaques cessent, le politique trouvera les moyens, le politique trouvera les hommes. Mais André Génie, c'est bien qu'on dise le politique, mais est-ce que souvent, quand on écoute aussi les choses, on voit que ceux qu'on on envoie, les équipes qui sont sur le terrain, les détachements, à la limite, c'est un sous-officier supérieur. On n'a jamais vu un colonel, un général. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un problème? Monsieur Sawarbo, dites-moi, le ministre de la Défense, qui l'a nommé? Il a quel grade? Le CMGA. Le CMGA, oui. Il n'a pas été d'état-major général Il a été nommé par le politique, non? Je dis, le jour où le politique voudra que ça s'arrête, il trouvera les hommes qu'il faut, les moyens qu'il faut, le temps qu'il faut pour que tout ça s'arrête. Merci, André Génie. On termine avec... Oui, par exemple... Par exemple, je rejoins Évariste, il faut dire que ce n'est pas une question de moyens. Quand vous voyez, par exemple, comment les Vietnamiens ont lutté pour leur indépendance, contre les Français d'abord et contre les Américains, avec des armes rudimentaires, mais avec des bambous. Mais avec une détermination sans faille. Mais est-ce que les théâtres sont... Là-bas, on a une guerre classique, parce qu'on sait qui est l'ennemi. Mais là, on n'a pas une guerre classique. Monsieur Lukman, on s'adapte. Oui. Ça fait 5 ans que ça se produit. Si c'était seulement une année, on pouvait comprendre. Mais des gens qui ne sont pas capables de s'adapter à la stratégie de l'ennemi, je me pose des questions. Maintenant, l'autre problème, c'est que, Lengani a dit qu'il faut régler le problème de la réconciliation. Soit. Mais est-ce que, objectivement, c'est lié à la réconciliation? C'est la question que je me pose. Parce que le même problème se produit au Niger. Au Mali. Au Mali, on peut dire qu'il y a un problème aussi de réconciliation. Mais au Niger, ça se produit aussi. Et avant même qu'il y ait eu les problèmes politiques actuels. Est-ce que c'était lié à une question est-ce qu'au Niger, on voit des attaques? Si, il n'y a même pas longtemps, il y en a eu. Des attaques massives sur des populations civiles. Oui. Il n'y a même pas longtemps, même, il y en a eu. Moi, je vous aurais apporté la preuve si je savais qu'on allait parler de ça. Donc, c'est pour dire qu'il faut chercher vraiment quelle est la cause. C'est vrai que le problème de la réconciliation peut avoir un impact, mais je ne crois pas que ce soit lié uniquement à ça. Est-ce que ça ne pourrait pas être une contribution à la recherche de la solution? Si on n'a pas de solution, est-ce qu'il faut économiser sans doute, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est ce que je dis, ça peut être une des causes, mais ce n'est pas uniquement ça. Là où est le volet de la réconciliation aussi peut être très très décisif, c'est, vous savez très bien qu'on a stigmatisé des gens. Donc il y a un problème de réconciliation entre les FDS et puis les gens qui estiment avoir été stigmatisés. Ça peut, puisque déjà quand on analyse, ces gens stigmatisés, beaucoup s'enrôlent, beaucoup veulent se venger. Donc, ça peut forcément avoir très rapidement pour terminer. C'est une question de vengeance aussi au sein des communautés, vengeance entre communautés, vengeance aussi même de ceux qui estiment que l'État les a peut-être délaissés ou qu'ils ont un problème particulier avec l'État. Est-ce que tout ça peut expliquer aussi le fait que... Moi, je voudrais dire que, en fait, le problème de la réconciliation, c'est quoi? Il y a des gens qui voient ça comme un chiffon rouge. Dès qu'on parle de réconciliation, ils voient le tour de Blaise Compaoré et la fin des haricots pour eux. C'est comme ça. C'est les gars du pouvoir. Si Blaise rentre dans ce pays-là, on est foutu. Le peuple va le suivre, on va être battu. C'est comme ça qu'ils voient la réconciliation. Or, la réconciliation, c'est loin d'être uniquement ça. Ça, ce n'est qu'un petit pan de la réconciliation. La réconciliation, comme l'a dit Évariste, c'est aussi au sein des populations. Et même sur le plan politique, je vais vous donner une information. Mais il n'y a pas pire ennemi qu'un sankariste contre un autre. Il y a des partis sankaristes aujourd'hui qui ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Bien que tous déifient Thomas Sankara, vous ne pouvez pas les mettre sur un même plateau. Je peux vous donner des noms. Invitez-les. Ils ne viendront jamais s'asseoir ensemble. Ces messieurs-là aussi ont besoin de la réconciliation. Quant à la réconciliation pour la lutte contre le terrorisme, qu'on le veuille ou non, une nation soudée, si le peuple vietnamien a vaincu les Français, ensuite vaincre les Américains, c'est bien parce que même les bébés galeuses au sein de la communauté vietnamienne, là, ils étaient traités de manière chirurgicale et très claire. Donc le peuple était uni contre l'ennemi. Merci, Lengani. On continue cette fois-ci pour parler interdiction des campagnes déguisées. L'interdiction des campagnes déguisées, c'est une disposition du code électoral, article 68 et suivant, qui dit simplement que 90 jours avant l'ouverture officielle de la campagne, il est interdit la couverture des campagnes dites déguisées, entendu par là des campagnes
où des candidats ou des personnes qui vont se présenter pourraient donc faire de la propagande concernant. Et puis, cette même loi interdit l'usage des t-shirts, des gadgets publicitaires et tout pendant cette période-là. Alors, ça suscite quand même des débats. Les médias, les responsables des médias, les médias trouvent qu'il y a une injustice quelque part. André Génivido, les réseaux sociaux, par exemple, ont la possibilité aujourd'hui, avec les capacités de diffusion et les chaînes étrangères, alors que ici, les médias locaux, par exemple, n'ont pas ce droit-là. Est-ce que vraiment de l'arbitraire, quelque part, par rapport à cette loi? Non, ce qu'il faut dire, c'est que le monde évolue tellement rapide, d'une manière rapide, que vous pouvez prendre une loi aujourd'hui et puis elle est obsolète demain. Je crois que l'interdiction de la publicité déguisée aurait d'abord gagné si celui qui est au pouvoir arrête d'être au pouvoir et rejoint toute la masse pour chercher le pouvoir après. Je prends un cas d'exemple. Nous avons eu la chance que le président du Faso est allé à Banfora et qu'il a planté des arbres pour arrêter la forêt. Et il incite tous les Burkinabés qui veulent vivre utile à planter des arbres. C'est une activité majeure pour notre pays et c'est très bien. Est-ce qu'on peut faire un lockout sur cette activité qui est très importante pour notre pays? Je crois que c'est non. Or, étant politique et s'étant déclaré candidat, ou bien on l'a proposé à la candidature, tout ce qu'il fait devient politique à moins de 3 mois des élections. Vous ne pouvez pas ne pas couvrir cette activité. Les médias ne peuvent pas ne pas en parler. S'il n'était pas au pouvoir, il ne pourrait pas charrier toute la presse publique et toute la presse indépendante pour aller à Banfora. Mais c'est lui quand même qui gère le pays et on a de raisons d'aller le voir et de voir ce qu'il fait pour rendre compte à la population. Je crois qu'on ne peut pas prendre une loi et s'arrêter au bout du chemin. Or ici, j'ai bien peur qu'on ne vise les médias indépendants, les médias privés, pour les faire taire, pour que ceux qui vont chanter les louanges de ceux qui sont au pouvoir puissent continuer tranquillement leur travail. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que pour arroser les Burkinabés d'une information, on n'a même pas besoin d'être au Burkina. Effectivement, par exemple, les réseaux sociaux, si, par exemple, quelqu'un installe une télévision en Côte d'Ivoire et des gens couvrent des événements ici et l'envoient en Côte d'Ivoire, par exemple, et qui le diffusent sur le Burkina, sur le bouquet, est-ce que vous pouvez interdire cela? Je crois que ce qui l'intéresse, c'est que quand on a un problème, on ne peut pas réfléchir à demi-mot et à moitié. Sinon, ça devient de l'arbitraire encore une fois. D'accord. Maître Kelem, oui. Au regard de cette loi et à son analyse, quelle est la meilleure interprétation qui doit être faite, par exemple, pour ne pas créer des préjudices, tant pour les acteurs des médias, pour les acteurs publics, les acteurs politiques? Est-ce que ici, par exemple, cette campagne déguisée concerne une catégorie de personnes, si on s'en tient au contexte qui a prévalu à cette loi, qui était que les gens utilisaient les inaugurations de bâtiments, d'infrastructures pour faire de la campagne? Qui était concerné? Est-ce les autorités? Est-ce que d'autres types de personnes? Bon, la loi a une apparence d'objectivité. Est-ce que vous voyez? Mais comme André Eugène l'a souligné, en fait, c'est l'opposition qui est sanctionnée. Pourquoi? Parce que la même loi dit que l'activité régulière et normale des institutions de l'État n'est pas concernée. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, je peux citer l'article qui le dit. L'article 7 dit que le président du Faso, chef de l'État, agissant escalité, conserve ses prérogatives d'accès aux médias. Les activités des membres du gouvernement entrant dans le cadre strict de leur attribution continuent de bénéficier de la couverture des médias. Oui, mais monsieur Sawarko, c'est ce que l'article dit. Il suffit de multiplier les activités du gouvernement entrant dans le cadre strict de leur mission et pendant cette période, et puis c'est fini. Vous serez tout le temps à la télévision, vous serez tout le temps dans les médias, et puis bon, c'est dans le cadre de fonctionnement de votre institution. Donc, or, l'opposition, par exemple, ne peut pas avoir accès à de telles activités. C'est pour ça que je dis que la loi apparemment semble objective, mais dans la réalité, ça va pénaliser l'opposition qui n'a pas d'activité autre que institutionnelle à faire couvrir. Est-ce que vous voyez?
Sans oublier que, comme André Eugène l'a souligné, ces mêmes personnes qui sont dans le gouvernement et qui sont dans la majorité, etc., quand ils font leurs activités, quand ils se déplacent, c'est avec les moyens de l'État et avec les besoins fournis par l'État. Donc, ça fait que ça biaise un peu l'objectivité de cette loi. Donc, dans la réalité, c'est l'opposition qui sera sanctionnée parce que pendant ces 90 jours, elle sera absente du débat. Elle sera absente dans la presse. Alors que ceux qui gouvernent seront toujours présents, ne serait-ce que du fait de leurs activités, qu'ils peuvent même multiplier à volonté pour pouvoir rester présents. Alors, on peut même d'ailleurs aller plus loin. On va noter quelque chose. Il y a, parmi les ministres, il y en a qui seront donc candidats, par exemple, à la députation. Ah oui, mais c'est ce que je dis. Ils peuvent multiplier les activités entrant dans le cadre de leur fonction pour rester dans les médias. Oui. Mais je pense qu'il faut relativiser quand même quelque chose. André Eugène a parlé des choses, des réseaux sociaux, etc. C'est vrai, on ne peut pas contrôler l'accès des réseaux sociaux à partir du moment où on n'a pas fermé Internet. Mais il faut quand même limiter l'impact de ces réseaux sociaux parce qu'en dehors de Ouagadougou et un peu de Bobo-Dioulasso, moi je parcours un peu les campagnes et je vois que la plupart des électeurs qui sont dans les campagnes, etc., beaucoup n'ont pas de télévision et puis ils ont juste un téléphone, ils ne sont pas dans les WhatsApp, etc. Donc, il faut quand même relativiser l'impact des réseaux sociaux sur l'électorat. Alors, mais maître, quand on le dit, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, sans tenir compte de la géographie, mais tenant compte de la quantité ou du nombre important de personnes qui les suivent ou qui sont impactées. Vous pouvez avoir des gens, on peut faire par exemple le sponsoring pour atteindre 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes. Est-ce que ça, ce n'est pas un impact important? Non, je ne conteste pas. Je dis qu'il faut relativiser. Je ne nie pas l'importance des réseaux sociaux. Mais je dis qu'il faut quand même relativiser parce qu'il y a quand même une grande part de la population qui est hors de ces réseaux sociaux-là. Mais justement, est-ce qu'une loi qui contraint une partie des acteurs et laisse une autre partie des acteurs, cette loi-là, elle est perfectible. D'accord, merci. Lingani Issaka, sur ce sujet, on va lire par exemple la définition que donne le CSC des campagnes déguisées et des activités qui sont conseillées. Le CSC dit, ça c'est l'article 2, toute activité au cours de laquelle les organisateurs, personnalités politiques ou non, font des dons, inaugurent des édifices ou des ouvrages au bénéfice des populations, parrainent ou participent à des cérémonies, à des événements coutumiers, religieux, culturels, sportifs, commerciaux ou toute autre activité susceptible de soutenir un candidat. Mais dans le même temps, on avait lu l'article 7 qui disait que les ministres et autres pouvaient continuer les activités. Alors le président du Faso est en ce moment à Banfora, une cérémonie de planting d'arbres et tout ça. On a vu le ministre de la Culture qui était à Boromo, les journées culturelles de Boromo, etc. Et tout ça, ça ne pose pas de problème. Moi, par exemple, par rapport à la journée de plantation d'arbres, si le président du Faso est allé planter des arbres à Guibo, là, je les comprends qu'effectivement, c'est une activité nationale. Effectivement, on attire l'attention du peuple burkinabé sur la nécessité de reverdir le désert. Mais maintenant, à Banfora, comme j'ai suivi des débats des membres, des responsables du CSC sur cette question, et j'ai vu leur grande peine, la peine qu'ils avaient à expliquer l'inexplicable. Parce que la loi est là, il faut l'interpréter. Et chacun l'interprète selon ce qui l'arrange ou se sortir d'affaire le mieux. Et depuis 2015, cette loi qui a été en fait mise en chantier réellement par le CNT, nous l'avons combattue ici comme étant une loi fondamentalement liberticide. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, un village planétaire comme on dit. Et comme l'a démontré André Eugène tout à l'heure, moi je peux faire un reportage ici sur une activité, mettons, de Zéphirin Diabré, et j'envoie ça, c'est pas moi, un correspondant, même sur WhatsApp qui va publier ça, etc. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et c'est en défaveur du pouvoir public, des opposants. Étant entendu qu'il y a un article qui dit que l'État continue et ceux qui gèrent l'État continuent de mener les activités et même de les multiplier à souhait, comme le leur indique Maître de Tambeba. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc?
S'il y a problème, manifestement, il y a des préjudices que subissent des acteurs, des médias, de l'opposition, même les citoyens qui ont le droit à l'information. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement, cette loi? Moi, je dis il faut libéraliser l'information. Nous sommes dans un monde libéral. Il faut libérer la parole, il faut libérer l'information. Ceux qui sont chargés d'encadrer, il n'y a pas un encadrement spécifique pendant la période électorale et un encadrement. Ça veut dire, c'est comme on dit chez... Est-ce que le principe aussi que, par exemple, ceux qui ont une position qui leur favorise, par exemple, une campagne à l'avance, donc qui serait peut-être une compétition déloyale, est-ce que la contrainte ici qui est posée n'est pas quelque part justifiée, seulement qu'il faut réorienter un peu pour intégrer certaines choses? Mais puisque le législateur ne veut pas faire ça, qui fait la loi? C'est la majorité. Et vous n'allez jamais amener la majorité à faire une loi contre elle. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. Donc je dis, si on ne peut pas empêcher l'État, ceux qui animent l'État, d'enfreindre en fait le gentleman agreement, ça c'est une question d'éducation, de bonne éducation, de civisme, que de ne pas utiliser les moyens de l'État pour faire sa propre affaire. Si on ne peut pas empêcher ça, il ne faut pas empêcher ceux qui n'ont pas ces moyens-là de se débrouiller pour être présents dans la campagne. Non, je me souviens bien que nous-mêmes, dans les OSC, au départ, nous avions milité, bien avant même la mise en place du CNT, depuis les années 2005. C'était un ensemble de mesures qui avaient pour rôle de faciliter l'alternance, parce qu'on s'était d'abord, il y avait plusieurs volets. Ça, ce n'est que le volet communication. Il y a le volet aussi qui était qu'il fallait empêcher ceux qui étaient donc candidats et qui avaient les affaires d'utiliser les moyens de l'État pour, n'est-ce pas, écarter les autres, tous ces aspects-là. Bon, mais maintenant, au regard, c'est vrai qu'il y a l'esprit aussi de cette loi. Maintenant, au regard donc de l'interprétation que le CNC en fait, c'est sûr que elle est préjudiciable à la liberté d'opinion et attentatoire même aux droits des citoyens. Parce que, vous savez, on dit que les personnes assujetties à cette loi, il y a les personnes morales politiques et personnes morales civiles. Et ça veut dire que même les acteurs d'OSC qui ne peuvent pas donc débattre de certains sujets pendant cette période. Or, quelque part, ça biaise un peu le droit des citoyens à accéder à l'information. Bon, mais même les histoires... Bon, là, on a vu, par exemple, pour le cas, par exemple, c'est très difficile d'empêcher ceux qui sont aux affaires d'utiliser les effigies. On voit un ministre, par exemple, non des moindres, qui se balade avec une casquette à l'effigie du président et qui passe personne. Le CSC n'a jamais interpellé, mais pourtant, c'est une forme de propagande, c'est une forme, je ne sais pas, de promotion déguisée. Donc, la mise en œuvre de cette loi est très, très compliquée. Donc, comme Maître l'a dit, c'est vrai, toutes les lois sont perfectibles. Il va falloir donc relire donc, cette loi et puis peut-être l'adapter aux réalités. Et puis, moi, je voulais dire quelque chose. André Génipi, termine sur ce sujet. Je voulais dire aborder... il y a des choses qui sont correctes. Il y a des choses sur lesquelles les citoyens se battent pour que ça arrive. Je crois que, par exemple, interdire les gens de donner des gadgets publicitaires pendant la campagne, c'est très bien. Mais il y a des choses que avant la campagne et pendant la campagne. Et on dirait même qu'il faut même arrêter d'acheter les gens en leur donnant des t-shirts pour motifs politiques. Non, quel que soit, mais quand les gens font campagne, ils s'habillent aux couleurs de leur parti, etc. Non, je veux dire, il y a des choses qui sont très bien et il faut louer. Mais il y a des choses sur lesquelles, on l'a si bien démontré, quand vous le faites, c'est contre le vis-à-vis. D'accord. Or, dans une république, on ne peut pas travailler à ostraciser. Merci André Génipi. Pour terminer rapidement. Oui, non, c'est pour dire que le Burkina Faso peut innover ici aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut prendre des mesures de telle sorte que si le président sortant est candidat, il démissionne. Voilà. Dans les 90 jours qui précèdent l'élection, c'est comme ça. On forme, n'est-ce pas, un gouvernement d'union nationale qui va organiser les élections. Et qui préside en ce moment là? Non, mais ça peut être le président de l'Assemblée nationale, ça peut être le président du Sénat, ça peut être le est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à ce point-là? Est-ce qu'il ne suffit pas simplement de dire à 3 mois de l'ouverture de la campagne, et le président et les ministres, voilà, ils n'ont plus d'activité officielle? Est-ce que c'est pas aussi simple que ça? Ce serait bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand il est toujours en place, mais il a toujours les rênes du pouvoir. Donc moi, je pense que ce serait mieux. Bon, André, je dis qu'à l'île Maurice, c'est comme ça. Ce serait mieux, n'est-ce pas, pour être vraiment parfait et concret et démocrate,
à un certain délai avant les élections, si le président sortant est candidat à sa propre réélection, il démissionne, et puis quelqu'un prend les rênes du pouvoir, soit le président de l'Assemblée nationale, soit le président du Sénat, un membre des organes constitués. Et qui n'est pas candidat. Et qui n'est pas candidat. D'accord. Et Lengani, une seconde pour Lengani. Moi, cette proposition-là, vraiment, ça ne me dit pas... On a une question de loi. Là, on passe sur la Constitution. Ça devient... ça risque serait d'être plus compliqué. très compliqué, étant entendu que peut-être que le candidat peut être moins virulent que la cour qu'il va envoyer, son homme liste qu'il va envoyer à la tête de l'État. Ça peut être pire même que le candidat lui-même. Moi, je vois par exemple le cas de Roch. Si vous enlevez Roch aujourd'hui, pour mettre, je ne sais pas qui à sa place, mais ça peut être pire que ce que Roch fait lui-même. Donc, pour dire que, de mon point de vue, il faut aussi être ouvert. Il ne faut pas être scotché sur l'égalitarisme des gens. Non, ce n'est pas possible. On est dans une société telle qu'on ne peut pas Mais qu'est-ce qu'on fait donc? On ne peut pas continuer à vouloir raboter à partir du plus petit. Non. Il faut permettre aux différents d'être là. Et c'est pourquoi je dis... Le principe, c'est lequel? On interdit la campagne déloyale, c'est le principe, ce qui est d'ailleurs bien ou demandé par tous. Mais en même temps, comme Eugène l'a dit, on n'ostracise pas un groupe. C'est ça. Pour moi, c'est une affaire d'abord morale et éthique. Merci. Morale et éthique. Et ceux qui entravent que ce qui soit dénoncé par ceux qui sont là qui conservent. Merci Lengani Issaka. Je rappelle que cette émission est interactive. Donc ceux qui voudraient intervenir pour aussi participer au débat peuvent déjà s'inscrire, puis on les rappellera pour prendre leur intervention. On va terminer au plan national avec toujours les élections de 2020. Il y a toujours des débats autour, notamment on va citer le candidat, une personnalité non des moindres, c'est un candidat, on va dire malheureux, en griffe de 2015, Maître Zampaligré Issaka, donc qui est avocat, et qui a fait une tribune où il se positionnait dans la dynamique de l'Assemblée nationale, estimant que le pays aujourd'hui traverse une situation pour laquelle il faut chercher d'autres solutions, notamment un dialogue des acteurs, notamment reporter ces élections et puis pouvoir asseoir quelque chose de plus stable pour le Burkina Faso. Alors, il y a aussi à côté donc, ce projet de loi du code électoral. Il y a des articles qui ont déjà commencé, les modificatifs sont un peu connus des uns et des autres. Alors, je voudrais qu'on mène ce débat de fond sur les deux aspects. Lengani Issaka, justement. Moi, effectivement, on a deux grandes propositions. Hein. Si je lis à travers les médias et notamment les réseaux sociaux, l'État, le gouvernement qui propose que les élections aient lieu, je vais raccourcir, hein, que les élections aient lieu là où c'est possible, sur le plan de la sécurité. Et le Parlement qui propose de reporter une des élections pour permettre de mieux organiser, en tenant compte effectivement de la question sécuritaire. Ça, c'est la deuxième proposition. Et moi, je préfère de très loin l'attitude responsable des députés qui consiste à dire que nous pouvons avoir des solutions. Et pour ce faire, travaillons à avoir ces solutions-là. Notamment, il s'est donné un trimestre pour tenter de résoudre au maximum les grandes questions qui se posent, aussi bien sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'insécurité, de la gouvernance, des crimes économiques, de la réconciliation. Il s'est donné un trimestre pour pouvoir trouver, en tout cas, engager des solutions qui vont permettre de stabiliser le front social, de permettre d'apporter des réponses concrètes à la question de l'insécurité, etc. Moi, je préfère cette solution responsable qui dit « reculons pour mieux sauter » à l'abdication. Ben, les gars, à l'abdication en race campagne de pouvoir. Certains aussi disent que l'Assemblée a fait service minimum et qu'il fallait aller plus loin parce que ce qui est concerné ici, c'est le territoire le même. Élection nationale pour élection nationale. S'il n'y a pas de sécurité ici, il ne peut pas en avoir ailleurs. J'en viens, je parle des deux propositions qui sont sur la table. Sinon, la mienne, vous la connaissez. Non, pas du tout. Je l'ai déjà développée ici, sur ce même plateau. Et je dis pour moi, si on ne peut pas tenir les législatives, les présidentielles, c'est kiff idem. Ça veut dire quoi? Qu'on court le même risque, on fait courir le même risque à nos populations. Parce que les gens ne voient que les candidats. Mais il y a aussi les électeurs. D'accord. Il y a aussi les électeurs qui sont en danger. Parce que là où une urne sera posée, il n'est pas évident que comment vous appelez ça?
les personnes non identifiées là viennent faire le guet là-bas. Et je dis donc, moi je préfère donc qu'on recule pour mieux sauter, qu'on cherche des solutions, plutôt que d'abdiquer, parce que la solution de gouvernance c'est quoi? C'est reconnaître que l'État burkinabé n'a plus la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et là, ça veut dire qu'il faut rechercher ceux qui ont la souveraineté sur ces portions de territoire-là et négocier avec eux pour voir comment on peut faire des élections. Alors, André Génivido, je vais lire une des propositions qui circule, qui aurait été celle que la classe politique a adoptée, donc que le gouvernement a introduit au niveau de l'Assemblée, qui dit que pour tout type d'élection, que ce soit les législatives, la présidentielle, et bien pour le municipal à venir, toutefois, l'élection est faite sur la base de la liste révisée. L'élection est faite toutefois en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Conseil constitutionnel sur saisine du président du FASO après rapport circonstancié de la CENI pour ce qui concerne les élections présidentielles législatives ou pour le Conseil d'État. Alors là, je me trompe de document, j'y arrive tout à l'heure. Alors, il est dit qu'au cas, toutefois, il y a une circonstance de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ou qu'on tient compte de la partie sur laquelle l'élection a eu lieu pour valider le scrutin. Non, mais il y a 2 semaines, j'avais parlé de rafistolage avec art. C'est ça. Ce que nous propose, c'est de dire, vous avez une région avec 4 provinces et la province a 5 ou 6 départements. Si dans la région, il n'y a que dans un seul département que l'on peut faire les élections, si on fait dans le département, ce département-là vote, c'est les votes de ce département-là qui concernent pour toute la région. Mais ça peut pas. On voit manifestement que ça ne peut pas fonctionner. On voit manifestement qu'il y a 10 personnes sur 1000 qui vont élire le président et il va compter. Il y a 10 personnes sur 1000 qui vont compter, qui vont élire leurs députés. Ce qu'il faut accepter, encore une fois, c'est que quand on a un problème, il faut que tout le monde s'asseye. Vous savez, c'est le politique qui pense qu'on peut continuer. Mais je prends par exemple le cas de la culture. Sur le plan économique, on a annulé le CIAO, qui se déroule même à Ouagadougou. On a failli annuler la SNC, qui se déroule à Bobo. Pour les activités comme ça ne concerne pas le fauteuil des politiques, on peut annuler. Sauf que ce qui concerne leur fauteuil, on ne peut pas annuler. Je pense que ce rafistolage que l'on est en train de faire, les politiques nous montrent à souhait que ce qui les intéresse, même si nous mourons, ce n'est pas un problème, pourvu qu'eux seuls ils aient leur fauteuil. Oui, c'est vrai que la semaine passée, nous avons évoqué donc le sujet. Bon, et nous avons dit que c'est vrai, face à ce problème très très sérieux qui pèse et qui risque même d'empêcher la tenue des élections, les autorités, comme proposition, ont juste essayé de toucher un peu le code électoral pour l'adapter à la réalité qui est que, bon, on peut faire les élections dans les zones où c'est sécurisé et on dépouille et on compte le suffrage, on valide. Et dans les zones où on ne peut pas, on laisse donc ces citoyens-là eux-mêmes à leur sort. Et nous avons dit que, de fait, ça revenait d'abord à reconnaître une partition du pays et en plus, ça revenait aussi à exclure une partie donc, des populations de ce pays-là. Donc, ça mettait en mal déjà la nation qui est déjà éprouvée. Et en cela, donc, la proposition de M. Zampaligré rejoint bien sûr un peu cette idée. Et lui dit qu'effectivement, si nous sommes dans une situation où les institutions de l'État sont menacées, où l'indépendance ou même l'intégrité du territoire est menacée, où dans certaines zones, le fonctionnement régulier même des pouvoirs n'existe plus, il faut aviser. Et là, c'est là où il dit qu'il appartient donc au chef de l'État d'aviser. Voilà. Et je pense que tous nous disons que le chef de l'État doit tirer les conséquences. Sinon, ce rafistolage-là va en fait exacerber davantage le problème qu'il va résoudre. Et ça va nous conduire à une crise post-électorale de façon sûre et certaine. Bon, moi, je pense que dans ce problème-là, concernant les élections,
il ne faut pas perdre de vue que la crise au Mali s'est exacerbée à la suite d'élections de ce genre. Ouais. Voilà, c'est à peu près le même problème. Hein. Donc, à la suite d'un forcing de pouvoir en place pour organiser des élections, qui a entraîné des contestations, il y avait déjà des problèmes latents. Mais ce problème-là de post-électoral est venu raviver tous les problèmes qui étaient sous-jacents et exacerber les contradictions. Donc, ce qui s'est passé au Mali pourrait aussi peut-être se passer ici, si la même situation... Est-ce que ça voudrait donc dire qu'il faut peut-être s'aligner sur une des propositions alternatives, par exemple l'Assemblée qui a dit de découpler les élections, ou par exemple certaines sorties, hein, il y en a eu plusieurs. Hein. Oui, je sais. Bon. L'ancien ministre Zakari Touré, Salvador Yamero, mais avec la dernière sortie de Maître Zampaligré qui pense qu'il faut plutôt faire un débat, il faut donc ne pas penser élection tout de suite, mais penser plutôt à stabilité du pays, à la question de souveraineté, du territoire national, etc. Oui, bon, ça peut être bien, mais je pense qu'il est loin pour pouvoir donner des leçons à ceux qui sont mais il a été déjà candidat au Burkina, donc... Oui, mais même, écoutez, raison de plus, hein, moi je pense qu'on ne peut pas résider à Paris ou ailleurs et puis vouloir venir ici présider le destin des Burkinabés et puis après repartir et puis vouloir revenir. Et quand il a été candidat en 2015 et que ça n'a pas marché, si vraiment le destin du Burkina Faso l'intéressait, il résiderait ici pour connaître les problèmes du Burkina Faso. Là, je suis d'accord avec Maître. On ne peut pas être outre-Atlantique et puis vouloir donner des leçons à ceux qui sont sur place ici et puis prétendre connaître la réalité du terrain plus que ceux qui sont là. Donc moi, je m'adresse, n'est-ce pas, à ceux qui ont en charge, n'est-ce pas, le destin du pays, qui sont censés connaître les problèmes du pays. Voilà. D'abord, bon, à partir de la loi qui est en question, par exemple, il parle de cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles. Bon, moi, je ne vois pas dans quelles circonstances on pourrait invoquer un cas de force majeure dans ce qui nous arrive. Parce que la force majeure, c'est quoi? Ça veut dire que l'événement est extérieur à vous, qu'il est imprévisible et qu'il est irrésistible. Ce qui arrive là, ce n'est pas extérieur au Burkina Faso, ce n'était pas imprévisible, ce n'est pas irrésistible. Voilà. Donc, ça fait 2015 que... Ici, par exemple... Mais c'est insurmontable. Peut-être la théorie des circonstances exceptionnelles, mais ce n'est pas un cas de force majeure. On va quitter la théorie, ou du moins on fait la théorie, mais on va aussi faire un peu plus de pratique. Est-ce que, par exemple, le jour des votes, dans une localité comme on a eu à Namungu hier, est-ce que si une attaque a lieu, on peut faire des élections dans cette localité? Non, ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Donc, c'est une situation de force majeure? Non, pas de force majeure. Parce que l'attaque n'était pas imprévisible. Mais elle était insurmontable. Et peut-être qu'elle n'était même pas irrésistible. Elle n'était même pas insurmontable. Si on avait mis les moyens. C'est ça. Ah ouais. Oui, mais à partir du moment où elle a lieu, est-ce que ça ne joue pas? Non, parce que... Si on rentre dans les théories, on ne va pas s'en sortir. Non, parce que M. Loukman, le cas de force majeure, là, ce sont les trois critères cumulatifs. Les trois critères doivent... S'il y a un seul qui manque, ce n'est pas un cas de force majeure. Est-ce que vous avez vu? S'il y a une attaque le jour à Nassumbu, ce n'est pas un cas de force majeure, parce que c'était prévisible. Alors, maître, concrètement, appliqué à la question ici, que voudrait, par exemple, encadrer le code électoral, s'il y a une attaque dans une localité et que les élections n'ont pas lieu dans cette localité, comment on juge? Là, on peut jouer sur les circonstances exceptionnelles. Voilà, on peut jouer sur ça. Et encore qu'il revient, n'est-ce pas, au gouvernant, de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée. Au besoin, si ce n'est pas possible, on peut reporter les élections sur les zones de trouble et puis les faire après, quand les circonstances le permettront. Sinon, je pense que si toutes les mesures ne sont pas prises et qu'on fait du forcing pour aller aux élections, on peut aboutir à ce qui s'est passé au Mali. Les gars, je lis la disposition. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, dûment constaté par le Conseil constitutionnel sur saisine du président du Faso, après rapport circonstancié de la CENI, entraînant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle sur une partie du territoire national ou à l'extérieur, l'élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. Alors, je prends un exemple. La boucle du Moun, qui est une région, fait, on va dire, 6 provinces. À peu près, là-bas, on sait que le recensement, 4 provinces n'ont pas pu connaître, par exemple, selon le rapport de l'Assemblée. Alors, dans les 2 provinces, bien que l'élection ait lieu sur l'ensemble des provinces, si une province donnée, qui est la circonscription électorale pour les législatives, il y a, par exemple, 10 communes. Si l'élection a lieu
et n'a pas pu se tenir, n'a pas pu se tenir sur 6 communes, on prend par exemple pour les 4 communes et le député est élu sur la base des 4 communes. Tout à fait. Et la présidentielle, c'est aussi pareil, c'est-à-dire qu'on peut élire le président sur une portion congrue d'une partie du pays. C'est effectivement comme ça, c'est ce que la loi dit. Ouais. Ça veut dire quoi? On va se retrouver, c'est clair, hein? Ce n'est pas de l'alchimie. Roch-Marc Christian, 70% au premier tour et 120 députés MPP sur 127. Pourquoi? Très simple. Avec l'arsenal qui est en place, les VDP qui sont mis en place, etc., et dont on soupçonne bon nombre d'être des supplétifs du parti au pouvoir, c'est très facile d'organiser la circonstance exceptionnelle dont M. Tamela parlait. On peut invoquer cela. Une attaque d'un lieu de vote, et puis tout le monde s'éparpille. Et on choisit les secteurs où, effectivement, le pouvoir n'est pas fort. Ouais, les gars, ça c'est peut-être la théorie du complot, oui. Mais est-ce que dans la réalité des choses, on a des attaques qui se font, qui sont des attaques d'ennemis? Est-ce que ces attaques-là, quand elles pourraient arriver, si elles arrivaient, et que les élections se tiennent, comme on l'a dit, de façon congrue, est-ce que vraiment il n'y a pas de conséquences à ça, du point de vue de la légitimité, la crédibilité, puis, mais la question du territoire aussi, est-ce que si on tient les élections sur une portion du territoire, et qu'une grande portion n'est pas... Oui, est-ce que ça ne pose pas Monsieur Loukman, je l'ai dit dans ma première intervention cette question, à savoir que l'État burkinabé abdique sur une large zone du territoire national. Très rapidement, oui, André Eugène va terminer sur le sujet. Pour dire que on va aller en Côte d'Ivoire. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que même la loi là, cette loi là, mais elle ne correspond pas tout à fait à la réalité. Admettons. Parce que là, on dit qu'il faut que ce soit sur un rapport de la CENI qui constate, un rapport circonstancié de la CENI. Mais le jour des élections, quel rapport la CENI peut faire? Ouais. Quel rapport peut faire? S'il y a des attaques, quel rapport la CENI peut faire pour que le chef d'État le saisisse le Conseil constitutionnel? Donc c'est pour dire, si on s'engage, c'est une sorte d'engrenage. Si on met le doigt là, c'est tout le corps qui va y aller. Donc il faut décider de manière claire que l'élection n'est pas possible dans ces conditions-là. Et ce faisant, on se donne les moyens pour éviter un drame national. Moi, deux choses. Hein. Alors, il y a, pour certains juristes qui ont regardé cette loi, cette disposition, si elle est validée, ça suppose qu'on a une forte présomption du danger. Non, mais attendez, c'est clair. Moi, j'ai deux choses à dire. Si cette loi-là passe, ce qu'on va faire, moi je serai l'exécutif, que je ferai ce que j'ai fait avec la manifestation avortée. C'est-à-dire? Ça veut dire que la veille du vote, j'emploie les CRS là où je sais que je ne suis pas favorable, dire qu'il y a une situation exceptionnelle et je vous empêche d'aller voter parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer et je ne vais pas vous laisser vous réunir. Par contre, je vais laisser là où j'ai plus de chances de me réunir. Là. Oui, mais aujourd'hui, je peux terminer? Les adversaires politiques n'accepteront pas. Non, mais attendez, ils vont faire comment? Puisque c'est l'exécutif qui fait... Ils n'apprécient pas le caractère exceptionnel. Non, c'est l'exécutif qui apprécie. Moi, je ferais comme ça. Moi, je voudrais faire comme ça pour gagner. C'est pourquoi je dis, dans un pays démocratique, il faut faire en sorte que ce soit la loi qui gouverne les hommes. Et non pas les... Et deuxième chose, oui. Pourquoi pensons-nous que ce sont les élections seulement qui doivent gouverner un pays? Pourquoi? La transition. Est-ce que les Burkinabés sont allés voter le chef de l'État de la transition? Pourtant, il a fait 1 an. Je pense que ce n'est pas simplement... Non, je dis, le drame de nous autres Burkinabés, simple là, c'est que les politiques estiment que c'est leur fauteuil qui les regarde. Notre vue ne le regarde pas. Mais je dis, pour que le Burkina s'en sorte, il faut que l'on laisse... Le débat va continuer avec nos téléspectateurs. Il va dire une seconde, et puis on termine avec le sujet sur la Côte d'Ivoire. Très rapidement. Non, en fait, cette loi, si elle passe, va créer beaucoup de problèmes et va mettre à mal l'unité nationale, la cohésion sociale. Donc, je pense, de mon point de vue, je pense qu'il faut ces élections-là, il faut vraiment... Là, c'est le chef d'État qui est interpellé au regard de tout ce qu'on a évoqué. Il doit s'assumer, il doit prendre ses responsabilités. D'accord. Merci à vous. On termine avec la Côte d'Ivoire. On va faire un tour de table. C'est déjà connu. Le président Ouattara a annoncé sa candidature donc, à l'indépendance, donc le 7 août. C'est une date
importante qu'il a choisie pour répondre à ces nombreux fidèles qui faisaient des mains et des pieds pour qu'il rebelote. Alors il a décidé donc de leur accorder donc cette faveur qui est d'être candidat pour la 3e fois. Il y a des violences déjà qui ont eu lieu un peu éparpillées à Abidjan. Il y a des annonces de manifestations pour le lundi. Alors le cas de la Côte d'Ivoire, il semble dire que la Constitution ne l'empêche pas de faire un 3e mandat. D'autres disent que ça l'empêche de faire un 3e mandat. Toujours est-il que c'est un mandat de plus. Oui, mais écoutez, ce n'est pas nouveau. Hein? Au Burkina Faso, ici, nous avons vécu ça. En 2005, quand il y a eu la Constitution, il y en a qui disaient que Blaise Compaoré n'avait plus le droit de se représenter. Et lui, il a dit qu'il pouvait se représenter. Et il a reboloté pour 2 mandats. En matière de loi, c'est une question de rapport de force. Et donc, actuellement, c'est lui qui est au pouvoir. Donc, c'est lui qui interprète la Constitution. Et en dernière analyse, c'est la Cour constitutionnelle qui se prononce. Vous savez ce que la Cour constitutionnelle a dit quand Barbeau était président, avec comme Yaoundé, président de la Cour constitutionnelle. Et quand Barbeau était chassé, le même Yaoundé a reconnu encore Alassane Ouattara comme étant le président élu. Donc c'est pour dire que nos cours constitutionnels sont aux ordres. Donc maintenant, comme Alassane Ouattara avait dit qu'il laissait la place à la jeune génération, etc., moi je pense que ce n'était pas tout à fait sincère et puis ce n'était pas inconditionnel. C'était à condition que Amadou Ngon Coulibaly soit son candidat et le futur président. Mais maintenant quelles sont les conséquences? Maintenant, est-ce que Amadou Ngon n'est plus là? Alors, il se retrouve, n'est-ce pas, dans le vide. Il reprend ce qu'il a donné d'une main droite. Ça veut dire qu'il a failli. Il n'a pas su préparer la relève. C'est tout. Et vu, n'est-ce pas, l'état de son pouvoir, et vu ce qu'il a fait pour arriver au pouvoir, il n'est pas sûr que s'il n'est plus au pouvoir, sa sécurité serait garantie. Donc, c'est pour cela qu'il fait des pieds et des mains pour conserver les rênes du pouvoir. Est-ce qu'il tiendra aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce que Ouattara pourra tenir son pari de... Ça, c'est aux Ivoiriens de décider. Certains craignent déjà qu'il y ait une insurrection en Côte d'Ivoire. Évariste? Insurrection en Côte d'Ivoire, je ne crois pas parce que les mêmes... je ne vois pas la création de telles conditions qui puissent permettre ce qu'on a déjà... Parce qu'il y a quand même... C'est le contexte, il faut voir. Parce que je pense que la communauté internationale ne laissera pas faire, c'est un. Parce qu'ils se sont beaucoup impliqués pour reconstruire la Côte d'Ivoire, aider la Côte d'Ivoire. Et bon, c'est vrai, pour le moment, il y a le silence encore de la CEDEAO, l'Union africaine, parce qu'ils ont tous des protocoles qui sont contre les multiples mandats et autres tout. Ils ne sont pas encore prononcés, mais je pense que la communauté internationale peut peut-être jouer un rôle. D'accord. Non, moi, je vais être d'accord avec Évariste, mais ce machin ne dira rien. Le machin, c'est quoi? La CEDEAO? La communauté internationale ne dira rien. Et puis, en plus, moi, la loi, ce qui me peine dans l'affaire du président Ouattara, c'est son manque d'honneur et son manque de parole. Un homme ne vaut que par sa parole. Tu as donné ta parole au mois de mars, que tu ne vas plus te représenter. Quelles que soient les situations qui soient là, je tiens ma parole. Est-ce qu'on va penser que... Mais il a expliqué aussi que son départ pourrait créer un chaos parce que Amadou n'étant pas là, qui va continuer donc tout le travail qu'il a fait. Il avait préparé quelqu'un qui n'est pas là. Si M. Ouattara meurt aujourd'hui de crise cardiaque, je touche du bois, qu'il ait encore 500 ans de vie. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas disparaître parce qu'une personne est disparue. Est-ce qu'on va penser que on a usé M. Gon Coulibaly à la tâche pour qu'il meure, pour qu'on puisse revenir au pouvoir? Non, je pense que quand un homme donne sa parole, Maître de Tambela a parlé de ce qui s'est passé au Burkina, à la différence que cette personne-là n'avait pas donné sa parole qu'il ne va pas se représenter. Il jouait des pieds et des mains pour pouvoir se représenter. Mais ici, une fois tu es sorti publiquement dire aux gens, moi je ne vais plus me représenter. Je crois qu'on aurait aimé qu'en Afrique, il y ait des hommes de parole qui inspirent les jeunes qui arrivent. Or, aujourd'hui, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que tu peux dire ta parole et puis la renier demain. Et c'est ça qui turlupine beaucoup de personnes. Que M. Ouattara reste au pouvoir 1000 ans en Côte d'Ivoire, ça regarde les Ivoiriens. Mais une fois qu'un homme a donné sa parole, il ne doit pas renier sa parole. D'accord. Merci. On va prendre notre premier téléspectateur qui appelle de Tinkodogo, M. Issaka Balboné.
qui voudrait intervenir sur le sujet concernant la manifestation sur le retour des exilés qui a été interdite. Monsieur Balbonnet. Oui, bonjour. Monsieur Balbonnet. Oui, je vous écoute, bonjour. On vous attend très faiblement. Oui, je dis bonjour, monsieur Lukman. Bonjour à vous. Oui, voilà, je voulais intervenir sur l'interdiction de la manifestation des retours des exilés politiques. Oui, effectivement, j'ai écouté Lassina Ouedraogo qui disait qu'avant, il a eu à... Allô? Monsieur Balbonnet, oui, allô? Monsieur Balbonnet, voilà, on a un souci, on vous rappelle. Alors, Issa Kalengani, sur la Côte d'Ivoire toujours, est-ce que, comme on dit, est-ce que Ouattara n'a pas quelque part aussi sa raison, qui peut-être est valable, de craindre que tout ce qui a été fait aujourd'hui, parce qu'il a aussi le PDCI qui est là, il a le FPI, de craindre que sa famille politique perde le pouvoir au regard du fait que, bon, avec la mort de Amadou Gon Coulibaly, il n'y a pas quelqu'un qui a été préparé pour rapidement, en moins de 3 mois, pouvoir succéder valablement et continuer. Moi, je comprends M. Alassane Dramane Ouattara. Je le comprends d'autant plus que c'est une tradition qui répète, à savoir qu'on veut s'approcher au pouvoir, en prétextant que ceux qui vont suivre ne pourront pas assurer la relève. C'est vraiment dommage pour le cas de la Côte d'Ivoire, étant entendu que ce pays-là a eu quand même la chance de voir ce qui s'est passé un peu à gauche et à droite au niveau de la sous-région. Ça devrait enseigner et renseigner les uns et les autres sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est en train de s'embraser. Dieu seul sait ce qui va arriver dans ce pays-là quand on connaît le courage légendaire, je dirais, des populations à prendre en charge leurs propres opinions. On a déjà vu des incendies au plateau. Oui, je ne dis pas que je ne dis pas que les uns et les autres ont raison ou tort, mais je dis que les uns et les autres ont un certain courage à faire prévaloir leurs points de vue. Et c'est ça qui peut embraser le pays. D'accord. On a vu par exemple Soro Guillaume dans une interview au journal du dimanche en France qui disait que Ouattara va mettre le feu au pays. Et ça, malheureusement, c'est ça la réalité. Moi, j'aurais compris que si M. Alassane Dramane Ouattara voulait revenir sur sa parole, mais qu'il apaise l'ensemble du pays. On ne peut pas aller dans des élections de ce genre-là, dans une telle fracture sociale. Ce n'est pas possible. Alors, ce qu'il faut dire, en plus du problème posé par sa candidature, il y a d'autres points de crispation qui concernent donc tout à fait. Le cas Gbagbo, le cas Soro. C'est ça. Alors, je voudrais vous poser une question, parce que tout ça, quand on parle des mandats, des troisièmes mandats et tout, c'est une répétition, mais quelque part, est-ce que la durée du mandat n'est pas un problème ici pour nos Africains? Est-ce qu'il faut pas, certains pensent qu'il faut aller à un septennat pour qu'il y ait plus de temps? Non, monsieur Lukman, n'oubliez pas que Bongo faisait des septennats. Il multipliait les septennats. Ça n'a rien changé. Biya mais c'est de façon pragmatique. Est-ce qu'en 5 ans, on peut faire quelque chose? Quand on vient, on est élu. Rapidement, 2 ans après. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Et c'est depuis George Washington. C'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle, 4 ans. Et donc, en parlant d'exemple, il faut dire qu'aux États-Unis, le président est élu pour deux mandats maximum. Et ça a été instauré par le premier président George Washington. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Donc, ça a été instauré parce que simplement George Washington l'a respecté. Et c'est 4 ans, 2 fois 4 ans. Si en 4 ans on peut faire quelque chose, ce n'est pas en 5 ans qu'on peut faire quelque chose. Quand on prend l'exemple souvent de l'Occident, on parle des États-Unis, de la France, de l'Europe, est-ce que nous, les Africains, de par notre culture, de par notre histoire, de par notre type de développement, notre société, est-ce qu'on peut s'aligner sur ces Monsieur Lukman, permettez-moi de vous dire que le Burkina Faso de 2020 a au moins le même niveau que les États-Unis de 1786. Est-ce que vous avez vu? Donc, si à cette époque, ils ont pu le faire, ici aussi, là où je ne suis pas d'accord avec vous. Maintenant, non, attendez. Très rapidement, Conseil a parlé de réaction de la communauté internationale. Je peux dire que, n'oubliez pas qu'au Burundi, Pierre Nkurunziza, en dépit de la communauté internationale, a fait son 3e mandat. Il y a eu des morts, plusieurs morts. Voilà, il était déterminé. André, Évariste et puis André. Moi, cette histoire de copier-coller, là, j'avoue que je suis un peu mal à l'aise. Il faut, parce que le système démocratique américain dont Maître Feka
a été fonction de la culture, de tout ça des Américains. Or, si vous copiez ça, vous verrez dans un autre contexte. On prend notre téléspectateur. Monsieur Balbonnet, qui est de retour. Monsieur Balbonnet. Oui, bonjour. Toujours le même problème. Non, je vous attends très bien là. Voilà, allez-y. Allez-y pour voilà, je voulais intervenir pour l'interdiction de la manifestation pour le retour des exilés au Burkina Faso. D'accord, allez-y. Voilà, oui. Quand j'ai écouté le Sina Ouedraogo qui disait que lui, il a rencontré les chefs coutumiers, les leaders religieux et en tout cas même les différents politiques. Même le maire de la commune a donné son accord. Et si à la dernière minute, on vient nous faire comprendre que non, la manifestation n'aura pas lieu le jour J à 5 heures. En tout cas, il fallait que la mairie sorte nous dise pourquoi cette interdiction. Ce n'est pas la police qui doit venir nous interdire. En tout cas, même M. Ouedraogo avait dit que non, la police en était chargée même, il avait contacté la police en tout cas, au niveau de la sécurité. Et si à la dernière minute, quelques heures plus tard de la rencontre, on vient nous faire comprendre que non, en tout cas, la manifestation n'aura pas lieu. Et on ne dit pas pourquoi et qui a interdit. Aujourd'hui, si on ne parle de cohésion sociale, on veut parler de la réconciliation nationale. Il faut que vous compreniez bien. Il faut que tous les politiques on est un peu... Oui, il faut que tous les... On est désolé, mais on a un problème de réception. Allô? Je dis, si tous les exilés politiques ne rentrent pas, on ne peut pas faire une réconciliation nationale. Voilà. Il faut que ce gouvernement accepte laisser tous les exilés politiques rentrer pour qu'on puisse aller aux réconciliations nationales. Monsieur Balbonnet, oui. On est vraiment un peu dans des difficultés pour mieux vous percevoir. On vous attend très difficilement. Donc, voilà. On va continuer sur le plateau. Moi, je voulais revenir sur le cadre. Évariste termine et puis... Évariste termine. Je n'étais pas pour le copier-coller, quoi, parce que les pays ont eu leur système en fonction de leur réalité, leur culture. Et c'était des nations. Ici, en Afrique, c'est des juxtapositions, comme quelqu'un l'a dit, d'ethnie. On n'a même pas de nation. Et on a nos réalités. Ce qui est important, c'est quoi? C'est arriver à construire une nation, arriver à développer un pays, et donc améliorer les conditions de vie des gens. Ça, c'est très important. J'avoue que, bon, c'est vrai. Donc, forcément, je ne sais pas, ce qu'il faut mettre peut-être en place, c'est des garanties contre les dérives et autres tout qu'il faut voir. Mais quand on met des constitutions verrouillées, doublement verrouillées, mais ça arrive. Ça ne colle pas parce que ça ne cadre pas avec la réalité. André Génie. Non, ce qu'il faut demander aux gens qui nous gouvernent, comme tous les humains, c'est le respect de ce que l'on dit. Et c'est ça qui construit une nation. Parce que vous ne pourrez jamais avoir tout le monde avec vous. Il faut faire en sorte que même vos ennemis vous respectent. Parce que vous avez une parole donnée. Or, si l'on sait que ce que vous dites aujourd'hui, demain, vous pouvez dire que vous n'avez pas dit, même quand vous dites quelque chose de sérieux, les gens ont une suspicion. Et ce qui détruit l'Afrique, c'est ce manque de parole. Pourquoi on a fait en sorte que les constitutions disent vous êtes élu une fois et vous pouvez rebeloter une fois et puis vous vous arrêtez. Si un jour, les institutions internationales, ces machins comme l'a dit Charles de Gaulle, pouvaient faire en sorte que ce que chacun dit, il le respecte, on aura gagné. Or, en Afrique, vous avez parlé des États-Unis, ils n'ont même pas dit, mais chacun respecte. Ici, on dit, mais on ne respecte pas. Merci, André Génie. On prend un autre téléspectateur, M. Abdoulaye Dao, qui appelle de Banfora, et qui revient sur le sujet des élections de 2020, notamment la question du code électoral. M. Dao. Oui, bonsoir, M. Lukman. Bonjour. Voilà, en réalité, moi, je voulais venir sur les élections de 2020. D'accord, allez-y. Voilà, puisque en disant que les élections sur certains villages qui ne seront pas accessibles, par exemple. Voilà. Mais maintenant, par exemple, si vous prenez par exemple un village qui se trouve par exemple à Solé, un quartier quand même de Solé, par exemple, qui n'est pas accessible, et il n'y aura pas de bureau de vote. Ou bien, allez-y, on vous écoute. Ça veut dire que ces personnes ne feront pas partie du Burkina Faso. Ils seront exclus de l'appareil de l'État, par exemple. En ce moment, ces personnes peuvent se répartir à autre chose ils peuvent encore constituer encore une formule de lutte encore pour combattre encore. Donc moi, à mon avis, c'est mieux pour les dirigeants de faire en sorte que tout Burkinabé qui se trouve sur le territoire burkinabé puisse avoir les moyens
pour aller à l'élection, sans exclure même une mouche qui se sent burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, avec votre situation, la situation de cohésion sociale, si vous venez à l'élection encore, vous enlevez les gens, moi je pense que vous êtes en train de mettre encore la main dans la plaie encore. Merci. Et maintenant, je voulais intervenir sur un autre point, si vous me permettez. Allez là, très rapidement. Sur les actes de l'homme. Voilà. Bon, en réalité, moi, je trouve qu'il n'y a pas une volonté comme ça de dirigeants pour lutter contre le terrorisme en réalité. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas une volonté, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que les volonté. autorités En devaient fait, faire? ils ne sont pas engagés comme ça pour lutter contre le terrorisme. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Oui. Par rapport aux attaques, comme Oui. je l'ai dit, je partage son avis sur le manque ou l'insuffisance de volonté, parce que par rapport aux attaques récurrentes sur les marchés, comme je l'ai dit, dans les villages, on connaît les dates à l'avance des tenues des marchés. D'accord. Lengani, très rapidement, on est au thème même de cette émission. Oui, mais c'est pour revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire, pour dire que, bon, en ce qui concerne, par exemple, la question de la parole donnée par les hommes politiques. Bon, c'est vrai, Alassane Ouattara a donné sa parole, a dit je ne serai pas chaud, mais le problème, c'est que ce n'est pas lui seul. Il y a tout un ensemble, tout un système. Mais oui. Tous les RDR adhèrent à ce manquement à la parole donnée. Et donc, ce n'est pas le problème d'un individu, mais c'est une question morale de manière globale. Et sur ce point-là, je suis d'accord que, bon, merci, il faut que la classe politique s'entende. Merci. On est au thème donc, de cette émission. Certains ont appelé, n'ont pas pu donc être rappelés, liés un peu à nos problèmes techniques. Madame Salamata Ouedraogo, qui est à Ouagadougou, qui a voulu revenir sur la question de l'attaque, M. Ousmane Traoré, M. Zeba. On se donne donc rendez-vous la prochaine émission pour vos interventions. Je voudrais donc dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Dire que Presse Eco va donc aller en vacances, comme on dit. Donc nous nous retrouvons probablement dans 2 semaines pour un autre numéro de Presse Eco. Et je termine pour dire que nous avons été tout simplement tristes d'apprendre le décès du frère de Parfait Silga ce matin. Donc il devait normalement être à cette émission, qui n'a pas pu donc faire le déplacement lié donc à ce deuil. On exprime ensemble ici notre compassion à Parfait Silga et à toute sa famille. Et merci à vous tous qui avez été donc, qui nous avez suivis et vous qui êtes présents sur ce plateau. Donc je rappelle, j'étais donc avec Évariste Faustin Concebo, Évariste Faustin Concebo est chroniqueur média, président du cercle d'éveil qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens, maître Apollinaire Kielem de Tambela, avocat inscrit au barreau, président du CRI qui est le Centre de recherche internationale des stratégies, merci, et Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion, enfin dernier invité, André Eugène Ilboudo, qui a fait vraiment un effort supplémentaire pour être là donc pour remplacer Parfait Silga. Merci pour ce don de soi et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne donc rendez-vous dans 2 semaines si Dieu le veut.